Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer le chapitre 17 de notre programme où nous allons faire un peu de physique quantique. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est la physique quantique? Eh bien, la physique quantique, c'est une physique qui est liée à l'indéterminisme de certains objets. Alors, ça semble pas très clair, donc nous allons parler concrètement de la lumière. Et nous allons voir que la lumière possède une certaine dualité. C'est-à-dire que, imaginons donc un cylindre. Ce cylindre est un objet en 3 dimensions. C'est-à-dire que nous ne le voyons comme étant un cylindre que quand nous considérons toutes les directions. Imaginons donc que nous ne sommes pas dans un monde à 3 dimensions, mais un monde à 2 dimensions. Que va-t-on voir? Si nous considérons par exemple que notre monde est celui constitué par le plan qui se trouve là, eh bien nous n'allons voir qu'une partie de notre cylindre, c'est-à-dire nous allons voir un cercle. Nous imaginons donc que notre objet ici, est en fait un cercle. On peut également adopter un autre point de vue. Si on considère le point de vue de ce plan-là, nous observons un rectangle. Notre objet, ici, est donc un objet qu'on pourrait appeler rond rectangle. Il y a une certaine dualité dans sa conception. Selon le point de vue, ça peut être un rectangle ou un rond. On peut donc bien dire que notre objet est un rectangle ou que notre objet est un rond. Les personnes qui diront que c'est un rectangle auront raison, celles qui diront que c'est un rond auront également raison. C'est pourquoi on parle de dualité. Dans le cas de la lumière, on va parler de dualité onde-photon. Et nous allons voir que la lumière peut être donc considérée à la fois comme une onde ou également comme une particule. Ce qui nous permet de dire que la lumière est considérée comme une onde sont les différents phénomènes ondulatoires que nous avons déjà étudiés, tels que le phénomène de diffraction, ou également le phénomène d'interférence. Il peut être également considéré comme une particule dans le cadre de l'interaction lumière-matière, dont nous reparlerons plus tard. Donc revenons sur le fait que la lumière est une onde et ses phénomènes de diffraction et d'interférence. Donc comment est-ce qu'on observe une diffraction? Tout simplement en mettant devant un faisceau laser une fente très fine ou un trou très fin ou un fil très fin. Nous avons vu que les dimensions de l'obstacle doivent être proches de la longueur d'onde de l'onde utilisée. Et dans ce cas-là, on n'observe pas uniquement un point ou uniquement une fente ou uniquement un trait, on observe une modification de la propagation de la lumière, c'est ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître une large tache centrale qui se trouve ici et des taches périphériques de part et d'autre. On observe un étalement de la lumière. Dans le cas du phénomène de diffraction, certains paramètres vont influencer sur la largeur de la tache. Ces paramètres vont être la distance qui va séparer la fente de l'écran. Ces paramètres vont être également la longueur d'onde utilisée et également le diamètre ou la taille de l'obstacle. Nous voyons ici apparaître un triangle. Ce que l'on mesure, c'est la largeur de la tache centrale qui est liée à l'ouverture angulaire du faisceau qui se trouve ici. Donc cet angle θ, en appliquant la loi les relations trigonométriques, on peut
appliquer dans ce triangle-là la relation trigonométrique de la tangente. La tangente de l'angle θ est environ égale à θ car l'angle est petit et exprimé en radians. Et ça va être égal à petit d divisé par 2, c'est-à-dire le côté ici, le côté opposé, divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire grand L qui se situe à ce niveau-là. On peut également écrire que θ est égal par définition à lambda sur A, avec θ, donc demi-écart angulaire. Et donc on peut écrire, en reliant les deux expressions, lambda sur A qui va être égal à petit d divisé par 2L. De même, le phénomène d'interférence dont nous avons déjà parlé est relativement similaire. Cette fois-ci, on va avoir donc un laser, une lumière ici. Cette lumière va être envoyée sur non pas une fente, mais deux fentes. On parle de dispositif de fente Young. Ces deux fentes sont très proches l'une des autres et sont écartées d'une distance petit a. On voit alors que l'onde qui passe par F1 ne parcourt pas le même chemin que l'onde qui passe par F2. Il y a donc une différence de marche entre ces deux ondes-là. Cette différence de marche se note delta et on parle d'interférence alors à ce niveau-là. C'est-à-dire que sur l'écran, on va avoir des zones où il y a de la lumière, on parle d'interférence constructive, et des zones où il n'y a pas de lumière, on parlera d'interférence destructive. Tout ça, c'est lié à la différence de marche. Si l'interférence est constructive, ça veut dire qu'on va voir de la lumière. En effet, on voit bien ici que les ondes arrivent ce qu'on appelle en phase et donc vont s'additionner pour donner une onde de grande amplitude. À ce moment-là, pour que les ondes arrivent en phase, il va falloir que la différence de marche soit proportionnelle à la longueur d'onde de l'onde utilisée. Par contre, dans le cas où on a des ondes qui arrivent en opposition de phase, et bien à ce moment-là, l'addition va donner une intensité quasiment nulle. On parlera donc d'interférence destructive. Il n'y a pas de lumière, on parle d'extinction de lumière. Les deux ondes sont en opposition de phase. Et donc, ça veut dire qu'il y a un décalage, la différence de marche va être égale à K plus 1,5 multiplié par lambda. Ce que l'on va mesurer, ça va être l'interfrange. L'interfrange, c'est la distance qui sépare deux extinctions successives ou deux maximums de lumière successifs. Ça veut dire que l'interfrange, on le voit sur ce schéma-là, va être égal à cette distance-là, qui va être la distance entre deux maximums, ou bien cette distance-là, qui correspond à la distance entre deux minimums. Elle se note petit i. Sur le schéma qui est là, on verra l'interfrange ici, qui va être égal à petit i, ou alors le milieu de deux zones lumineuses, mais ça c'est un peu moins précis, qui va correspondre à petit i. L'interfrange petit i se calcule en disant que petit i c'est égal à lambda, la longueur d'onde de l'onde utilisée, multiplié par grand D, la distance entre les fentes et l'écran, et divisé par petit a, où petit a représente la distance entre les fentes. La dimension des fentes utilisées n'a pas d'influence sur l'interfrange. Ces expériences de diffraction et d'interférence ont permis de montrer que la lumière était une onde, et ça jusqu'à la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. C'est Einstein en 1905
qui reprend une théorie pour expliquer l'effet photoélectrique. Mais qu'est-ce que c'est l'effet photoélectrique? Eh bien, imaginons une plaque métallique qui se trouve là, qui peut contenir des ions potassium, sodium, magnésium, zinc ou autre. Et on va éclairer, c'est-à-dire qu'on va envoyer une onde lumineuse, puisqu'on pensait que c'était une onde, on va envoyer une onde lumineuse de la lumière violette sur cette plaque. Et à ce moment-là, eh bien, on voit apparaître des électrons qui vont être arrachés de la plaque sous l'effet de cette lumière violette. Il y a donc une interaction entre la lumière et la matière métallique. En fait, on s'est rendu compte que cette interaction n'existe que pour certaines longueurs d'onde. C'est-à-dire qu'on va avoir des électrons qui sont éjectés quand on utilise de la lumière violette. Si on utilise de la lumière rouge, il ne se passe absolument rien. Si j'augmente l'intensité de la lumière rouge, il ne se passe toujours rien. En reprenant la lumière violette et en augmentant l'intensité de la lumière violette, on va voir apparaître 2 fois plus d'électrons si on multiplie par 2 l'intensité. Einstein, en 1905, prend donc cette expérience et explique qu'on peut considérer la lumière comme étant une pluie de particules. Et c'est cette pluie de particules qui vont avoir une énergie suffisante pour arriver à éjecter un électron de la plaque. Cette pluie de particules, ces particules, c'est Einstein qui donne leur nom pour la première fois et on appelle ça des photons. Ces photons donc, peuvent être considérés comme des grains de lumière. Le photon est donc la particule qui est associée à l'onde électromagnétique. Ce photon, c'est une particule qui a une masse nulle au repos et qui ne possède pas de charge électrique. Alors sa masse est nulle au repos, mais sa masse relativiste n'est pas nulle, puisqu'il va se déplacer à la vitesse de la lumière. Ce photon qui interagit avec la matière possède une énergie E qui se calcule en utilisant la constante de Planck H multipliée par la fréquence de l'onde émise et qui est égale également, si on l'exprime en fonction de la longueur d'onde, à H multiplié par C divisé par lambda où C est la célérité de la lumière dans le vide. L'énergie s'exprime en joules, H, la constante de Planck en joules seconde, et la fréquence va s'exprimer en hertz, qui sont en fait des secondes de moins 1. Le joule est l'unité légale. La plupart du temps, on utilisera une autre unité qui vont être les électronvolts, qui sera une unité usuelle. Nous voyons donc bien que selon la longueur d'onde, eh bien, les photons ne vont pas avoir tous la même énergie. C'est pour ça qu'ils vont pouvoir interagir avec certaines matières et dans certains cas être absorbés. Et pour cela, justement, parlons de cette notion d'émission et d'absorption quantique. C'est en 1905 que Niels Bohr va utiliser la quantification de la lumière pour expliquer les spectres atomiques. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un spectre atomique? Eh bien, si on prend de la lumière blanche, issue par exemple du soleil ou d'une ampoule, donc d'origine thermique, et qu'on l'envoie sur un prisme, on va observer une décomposition de la lumière. On voit apparaître le spectre de la lumière blanche avec toutes les longueurs d'onde, c'est un spectre polychromatique. Par contre, si on prend un gaz chaud, ce gaz chaud va émettre de la lumière. En décomposant cette lumière, on va voir apparaître certaines raies. C'est ce qu'on appelle des raies d'émission qui ont des longueurs d'onde bien précises. Chaque élément va avoir un spectre de raies d'émission qui lui est propre. C'est comme ça qu'on arrive à les distinguer. Quand on a un gaz froid et qu'on envoie de la lumière blanche pour traverser ce gaz froid, on constate que le spectre est le spectre continu auquel il manque des longueurs d'onde, ce qui signifie qu'une partie de la lumière, des fines raies,
ont été absorbés par le gaz froid. Et en regardant cet exemple-là, vous voyez bien qu'il y a correspondance entre les raies d'émission, c'est-à-dire les raies que l'élément est capable d'émettre, et les raies qu'il est capable d'absorber. Pour justement expliquer ces spectres atomiques, eh bien, Niels Bohr a utilisé la quantification de la lumière et a considéré qu'en fait, un gaz chaud correspondait à l'émission d'énergie, alors que le gaz froid correspondait à une absorption d'énergie. Et en fait, il a émis les postulats suivants. C'est-à-dire qu'en premier, eh bien, on peut considérer que pour les atomes, les variations d'énergie d'un atome vont être quantifiées, c'est-à-dire vont prendre des valeurs bien précises, un peu comme des marches d'escalier. Vous ne pouvez pas vous placer entre deux marches, vous êtes forcément soit sur la marche 1, soit sur la marche 2, soit sur la marche 3. La marche 1,5 n'existe pas. Eh bien, pour les atomes, ça va être pareil. Il existe des niveaux d'énergie qui vont être caractérisés, qui vont avoir des valeurs bien précises. Et la transition d'un niveau d'énergie à un autre va pouvoir se calculer par rapport justement à la longueur d'onde de la lumière qu'il est capable d'émettre ou bien qu'il est capable d'absorber. Ce qui signifie que pour chaque atome, chaque élément, on va pouvoir dessiner ce qu'on appelle un diagramme des niveaux d'énergie. Donc, on a un axe vertical qui représente l'énergie, et quand l'atome est dans un état stable, on dit qu'il est dans son état fondamental. Cet état fondamental se note E0. Après, quand on va lui apporter de l'énergie, eh bien cet atome va pouvoir passer dans des états intermédiaires qui sont des états qu'on appelle des états excités, qui vont avoir des niveaux d'énergie bien précis. C'est pour ça qu'on parle de quantification des niveaux d'énergie. Tous ces états-là sont des états excités. Arrivé à la valeur 0, ici, et bien à ce moment-là, l'atome va être capable d'éjecter un de ses électrons. Il va passer dans un état qu'on appelle un état ionisé. Un atome excité est instable. Ça veut dire qu'il va évoluer plus ou moins rapidement vers un état stable. Pour cela, eh bien en fait, quand il est dans un état excité, il va vouloir redescendre dans un état plus stable, soit juste en dessous, soit là, ou encore là. Et pour ça, eh bien, il va émettre un photon qui a une énergie correspondante à la différence d'énergie entre le niveau excité et le niveau atteint. Un atome excité est instable. Cela veut dire qu'il va évoluer plus ou moins rapidement vers un état stable. Si on a donc un atome qui se situe dans un état E2, cet atome spontanément va se désexciter pour arriver dans un état stable E1. En se désexcitant, il va émettre un photon qui va porter une énergie delta E qui va être égale à E2 moins E1, et ce photon aura une fréquence nu qui est associée à cette énergie-là, c'est-à-dire également une longueur d'onde lambda. De même, si on a un atome qui est dans un état E1 et qu'on lui envoie un photon d'énergie delta E est égal à E2 moins E1 est égal à H nu est égal à HC sur lambda. Et bien à ce moment-là, cet atome va pouvoir passer dans un état excité E2.
il ne peut passer dans l'état excité E2 uniquement si le photon possède exactement l'énergie lui permettant d'atteindre E2. S'il ne possède pas exactement la valeur de l'énergie, l'atome va rester dans son état E1. C'est pour ça qu'on parle de quantification de niveau d'énergie. Ces deux transitions sont des transitions spontanées, c'est-à-dire que quand un atome est dans un état excité, eh bien on ne peut pas prévoir à quel moment il va se désexciter. On sait qu'il va se désexciter, mais quand? On ne peut pas le savoir. Pour pouvoir justement désexciter au moment qui nous intéresse, eh bien on va utiliser une émission qu'on appelle une émission stimulée, et c'est sur ce principe que fonctionne le laser. Un laser est un dispositif qui permet une amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement. D'ailleurs, son nom est un acronyme de Light Amplification by Simulated Emission of Radiation, c'est-à-dire laser. Alors, nous allons regarder comment fonctionne un laser. Le laser va donc utiliser les propriétés de l'énergie d'un atome. Donc là, nous avons un atome qui présente un état excité. On cherche à occuper directement. On veut qu'il se désexcite, mais on veut contrôler cette désexcitation. Donc pour cela, nous avons envoyé sur cet atome un photon qui possède une énergie delta E, et cette énergie delta E correspond à la transition entre les deux niveaux d'énergie, E2 et E1, entre la transition qu'on veut effectuer. Ce qui signifie concrètement qu'en envoyant un photon ici, qui possède l'énergie du photon qui va être créé lors de la désexcitation, eh bien on déclenche la désexcitation de l'atome. C'est pour ça qu'on parle d'émission stimulée. On stimule, c'est-à-dire qu'on déclenche à l'instant où on veut l'émission du photon en lui envoyant dessus un photon qui va être identique à celui qu'on veut récupérer. Notre photon va donc créer une désexcitation et va repartir avec un autre photon. Nous avons ici vu ce que c'était une émission stimulée. Le laser va utiliser ce principe-là. Nous avons ici donc deux miroirs, et au centre de ces deux miroirs, nous allons avoir des atomes excités ici. Ces atomes excités vont tous spontanément à un moment se désexciter. C'est-à-dire par exemple ici, celui-là s'est désexcité. En se désexcitant, eh bien, il va émettre un premier photon. Ce premier photon va rencontrer un autre atome excité et il va créer sa désexcitation par émission stimulée. Il va y avoir un phénomène de réflexion sur les parois des deux miroirs et ainsi de suite. Comme ça, on va arriver à désexciter l'ensemble des atomes du milieu. Ils correspondent à une transition entre deux niveaux d'énergie qui sont identiques. Tous ces photons vont être également cohérents, c'est-à-dire qu'ils vous voyez ici qu'ils sont tous en phase. Pourquoi est-ce qu'ils sont en phase? Eh bien parce que lors de l'émission stimulée, eh bien, le photon qui est émis va être en phase avec le photon qui a stimulé la désexcitation. Tous les photons vont donc avoir la même fréquence, ils vont avoir la même direction, ils vont être en phase et ils vont avoir la même polarité. C'est pourquoi on parle de lumière cohérente. Quand il y a suffisamment de photons dans la cavité, eh bien, un miroir semi-transparent va permettre de laisser sortir une partie de la lumière. On a une lumière qui est monochromatique puisqu'il y a une seule longueur d'onde et qui est parfaitement cohérente. Nous voyons donc bien que dans le laser, pour émettre une lumière comme cela, il faut avoir plus d'atomes dans l'état excité que dans l'état stable.
c'est ce qu'on appelle une inversion de population. Donc une inversion de population, justement, il faut qu'on ait les atomes qui vont se trouver sur ce niveau E2. Donc pour réaliser cette inversion de population, eh bien on va en premier faire passer les atomes qui au départ sont dans un état E1 sur un état excité E3. À ce moment-là, ils ne vont pas rester sur ce niveau E3, mais ils vont redescendre sur le niveau E2 où ils vont s'accumuler. Pour réaliser ça, on réalise ce qu'on appelle un pompage optique. Donc à ce moment-là, une fois que tous les atomes se sont accumulés sur le niveau E2, eh bien on va créer une émission stimulée qui va être accentuée par l'aller-retour entre les deux miroirs qui va se trouver ici. On a ici ce qu'on appelle un oscillateur laser puisqu'il va y avoir une oscillation des photons dans ce milieu-là. Et ensuite, par effet d'un miroir semi-transparent, une partie des photons vont être transmis et vont partir vers l'extérieur. On parle de miroir semi-réfléchissant. Du fait de sa conception, le laser va donc posséder différentes propriétés. La première propriété du laser est qu'il émet une lumière qui est monochromatique. Puisqu'elle est constituée de photons qui vont tous avoir la même longueur d'onde. C'est une lumière qui est également directive, puisque tous les photons, vous avez vu, ont la même direction. Donc ça veut dire qu'on va avoir un angle d'ouverture qui va être très faible. La lumière va se propager quasiment dans une seule direction. On parle également de lumière cohérente, puisque tous les photons vont posséder les mêmes caractéristiques et vont être en phase. Une lumière du laser pourra propager une importante puissance, on se sert même du laser pour découper certains métaux. La lumière possède donc une dualité onde-particule, mais ce n'est pas le seul objet à posséder cette dualité-là. D'autres particules vont pouvoir avoir une dualité entre une onde et une particule. On parlera alors d'onde de matière. C'est le physicien Louis de Broglie, ça se prononce comme ça, qui a affirmé en 1924 que toute matière devait également posséder une nature ondulatoire. C'est-à-dire qu'il va émettre l'hypothèse que des corps matériels, comme les photons, mais également comme les électrons, vont pouvoir avoir à la fois un aspect ondulatoire et un aspect de particules. Donc, et c'est assez logique, si les photons sont considérés comme une onde, mais qui peuvent avoir un aspect de corps, on peut penser que des particules qu'on a l'habitude de voir comme des corps peuvent également avoir une nature ondulatoire. Et ça a été prouvé en 1927 par Davison et Germer, qui ont fait une expérience de diffraction en utilisant des électrons. Ces deux physiciens ont notamment réalisé l'expérience de diffraction d'électrons qui se trouve ici. En envoyant des électrons à l'aide d'un canon à électrons sur un dispositif semblable à des fentes, eh bien, on observe la figure d'interférence qui se trouve ici. Non seulement on observe l'aspect particulaire des électrons, c'est-à-dire qu'on voit bien des points qui sont liés aux impacts des électrons sur une plaque sensible. Mais on voit également que ces électrons, eh bien, ces impacts se répartissent suivant une figure qui correspond à la figure d'interférence que l'on a déjà vue. On peut donc penser que de nombreux objets ont une dualité onde-particule. On pourrait imaginer qu'une balle de basket, un ballon de basket ou une balle de tennis puisse arriver à se comporter comme une onde. Alors bien évidemment avec une longueur d'onde pas observable, mais une longueur d'onde également. C'est pourquoi on peut relier la quantité de mouvement P qui est égale à m fois v, qui est liée à la nature de la particule,
a une grandeur qui est liée à sa nature ondulatoire, qui est le rapport h sur lambda. Cette relation est appelée relation de De Broglie et elle va donc allier à la fois l'aspect corpusculaire par la quantité de mouvement et l'aspect ondulatoire lié à la longueur d'onde qui va être associée à cet objet. On parlera à ce moment-là d'onde de matière. La mécanique quantique va étudier cette dualité et ces différents objets qui sont à la fois ondulatoires et à la fois particulaires.